Salut, je m'appelle Benjamin, je suis le CEO de l'agence de publicité Social Desk. Mon métier, c'est de développer la croissance des entreprises avec notre équipe d'experts à travers la gestion des campagnes Facebook Ads, Google Ads et autres plateformes Social Ads. On accompagne de belles marques, des belles entreprises en e-commerce ou en génération de leads pour un call de découverte. Le lien est en description de cette vidéo. J'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Loïc Blanchet, CEO de l'agence GradiWeb, expert Shopify. Tu es maintenant en fait un habitué de cette chaîne. Je suis très content de t'avoir une nouvelle fois ici. Bienvenue évidemment et surtout comment tu vas? Je vais super bien. Merci Benjamin. Très heureux de pouvoir participer à nouveau à ton podcast. J'espère qu'on va pouvoir apporter beaucoup de contenu aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent. Et je pense que c'est un podcast qui va, en tout cas une vidéo, un contenu qui va intéresser beaucoup de e-commerçants qui se posent la question de comment finalement éviter certaines erreurs à l'international. La plupart des marques vont démarrer sur le marché français, ce qui est bien normal, c'est souvent le plus accessible et le plus simple pour démarrer. Mais voilà, petit à petit, on se dit, tiens, est-ce que je lance une campagne francophone dans un premier temps, en Suisse, Belgique, Luxembourg? Est-ce que je testerai pas en fait une campagne au UK, en Allemagne et pourquoi pas aux USA? Donc finalement, la question de l'internationalisation arrive assez vite chez certaines marques qui ont une bonne croissance, mais on va voir que d'un côté, sur la partie site web, site e-commerce, il y a beaucoup d'éléments à mettre en place pour faire un go-to-market qui fonctionne. Et également sur la partie publicitaire au niveau de vos campagnes, il y a également beaucoup de choses à regarder, à vérifier avant de se lancer à l'international. Et ça va être tout l'objet de cette vidéo. Et si tu veux bien, on va commencer directement dans le vif du sujet, justement avec, on va dire que la partie qui te concerne davantage, qui va être partie liée complètement à l'adaptation au fait de son site internet au vu d'aller cibler de nouveaux pays, donc l'internationalisation, plein de problématiques, multilangues, multidevises, etc., etc. Donc écoute, Loïc, par où on commence finalement pour rendre son site accessible et disponible pour une cible internationale? Ouais, effectivement, comme tu le disais, je pense que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité aujourd'hui et ça apporte pas mal de problématiques, pas mal d'enjeux. Tu vas avoir le premier, alors j'ai identifié 7 points qui sont pour moi importants pour pouvoir rendre son site international. Le premier, évidemment, ça va être toute la partie traduction. Comment est-ce que tu vas pouvoir rendre ton site multilingue pour qu'il soit accessible dans les différents pays que tu vas vouloir attaquer? Donc, ça amène plusieurs questions. Puisque est-ce que tu vas vouloir avoir une stratégie beaucoup plus orientée sur du contenu qui va être dédié en fonction des différences culturelles propres à chaque pays et du coup avoir ton site avec du contenu vraiment adapté à chacun des publics que tu vas viser, ou est-ce que tu vas plutôt avoir une stratégie un petit peu plus globale, peut-être pour commencer dans un premier temps, déjà traduire dans une langue un petit peu plus internationale, l'anglais par exemple, ou une langue spécifique de pays, l'espagnol si tu attaques à l'Amérique du Sud, sans forcément avoir une stratégie très locale. Donc ça, c'est une première question. Comment est-ce que toi et les outils que tu vas utiliser vont changer en fonction de ce genre de stratégie? Moi, je suis expert Shopify. Si tu prends Shopify, Shopify va te permettre de pouvoir créer un site dédié par pays ou d'avoir un site global avec de la traduction automatique ou non en fonction des différentes langues. Et forcément, derrière, tu vas pouvoir avoir du contenu spécifique au pays en soi ou du contenu un petit peu plus général. Il y a un autre point au niveau du multilingue, c'est la partie structure des URL et SEO. Forcément, pour Google, la manière dont tu vas gérer tes URL va impacter énormément ton référencement. Ça, c'est vraiment un point d'attention que tu vas devoir regarder. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai l'exemple d'une marque qui est assez connue, mais je tairai son nom, qui au fait a eu un énorme push d'une influenceuse en Asie sur sa marque, qui a vraiment utilisé son produit. Et en fait, ils ont vu en très peu de temps un énorme trafic sur le site en provenance d'Asie, sauf que le site n'est pas du tout traduit dans la langue, en fait, dans cette langue-là. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que du jour au lendemain, en une semaine, ils ont pris un outil qui traduit le site de manière plutôt grossière, je pense, mais rapide au moins sur la langue de l'influenceuse. Et en fait, ça avait quand même pas très bien marché parce qu'au final, et tu vas certainement en parler après, oui, le site était traduit, mais en fait, le reste n'allait pas. Les paiements étaient pas bons par rapport à ce pays-là, la devise aussi n'était pas bonne, et même la livraison, en fait, n'était pas adaptée pour ce pays-là. Donc, ça a fait plouf, au fait, comme campagne, même si elle n'était pas souhaitée, parce qu'au final, il n'y a pas
que la langue qui compte, il y a aussi tout le reste derrière et c'est bien ce que tu vas nous montrer ici, quoi. Ouais. Non, non, il y a pas que la langue. La langue, c'est vraiment important. Juste pour finir sur ce point, moi, j'ai beaucoup l'habitude de l'Amérique du Sud et effectivement, même si tout le monde parle espagnol, grosso modo en Amérique du Sud, les cultures, par exemple, entre la Colombie, le Pérou ou l'Argentine sont complètement différentes. L'utilisation même des mots est différente et du coup, voilà, il faut vraiment pouvoir adapter à chaque pays. Tu disais quelque chose de super intéressant, c'est la partie multidevise. Nous, en tant qu'Européens, on a quand même l'habitude aujourd'hui d'utiliser l'euro et c'est assez pratique. On va voir un petit peu tous nos voisins et ils utilisent tous la même devise. Mais ça va pas forcément être le cas, ne serait-ce qu'en Europe, avec tous les pays. Si tu veux vendre toi en Angleterre, il va falloir adapter ton site à la devise du pays cible. Ou alors tu risques d'avoir d'énormes frais de transaction et potentiellement d'avoir un taux de conversion moins élevé parce que moi, je suis peut-être moins habitué à aller payer, je sais pas, en dollars ou moins habitué à payer dans une autre monnaie. Il y a bien ce côté multidevise et il va falloir voir comment est-ce que toi, tu vas pouvoir convertir tes prix au pays cible. Là-dessus, il y a un point, c'est que tu vas peut-être avoir des prix d'expédition, de conception qui vont être un petit peu différents aussi en fonction des différents pays. Et du coup, tu vas vouloir adapter toi tes tarifs en fonction du pays que tu vas viser. Tu voudras pas vendre, si on prend une crème de jour, tu voudras peut-être la vendre un petit peu plus cher aux États-Unis parce que tu as des coûts qui vont être induits, non pas seulement sur la logistique, l'expédition, mais peut-être du stockage là-bas ou ce genre de choses ou des revendeurs que tu auras sur place et tu voudras peut-être la vendre un petit peu plus cher. Donc, dans ta stratégie d'internationalisation, il faudra prendre en compte ce changement de devise et derrière les coûts induits et du coup voir si c'est juste un changement de devise au taux du jour ou si c'est vraiment un prix qui s'adapte en fonction du pays. Il y avait un autre point, donc ça va être très très lié à la devise, mais il y a un autre point évidemment quand on parle d'argent, c'est le système de paiement. Les systèmes de paiement vont être complètement différents en fonction de l'endroit où on est dans le monde. On va tous utiliser grosso modo PayPal, c'est assez commun, c'est assez connu, mais maintenant si on va par exemple en Belgique, les Belges utilisent beaucoup Bancontact, qu'on va beaucoup moins utiliser en France. Ouais, ça, faut le savoir, quoi. Exactement, faut le savoir, il faut vraiment faire une étude en fonction du pays, parce qu'il y a des pays qui n'utilisent pas du tout les mêmes méthodes de paiement que chez nous. Et du coup, si on arrive avec ces gros sabots en mettant exactement les mêmes méthodes de paiement chez nous, la personne arrive au check-out et peut potentiellement avoir une vraie friction avec ses habitudes et ne pas ou hésiter à passer à l'acte d'achat. Donc ça, c'est un autre point très important sur lequel il va vraiment falloir faire attention. Le paiement, ça reste quand même, même par rapport à d'autres solutions, est-ce que les gens payent via PayPal, via Apple, via Google, etc., etc. Il y a peut-être vraiment des spécificités par pays qu'on n'a peut-être pas en France et c'est là où soit on est très bien accompagné, soit il faut faire de la recherche pour le savoir, et peut-être même avec une agence locale, quoi. Et exactement, tu vois, moi j'ai des clients qui vendent en Asie, j'ai des clients qui vendent en Afrique. Les méthodes de paiement sont pas du tout identiques à ce que nous on va avoir. Un autre point important, ça va être la partie stock. Quand tu vas faire de l'international, tu vas potentiellement avoir des stocks qui vont être en France et tu vas devoir expédier, alors juste pour parler, un marché un petit peu proche, mais ne serait-ce qu'en Espagne. Est-ce que toi, tu vas vouloir aller gérer les mêmes stocks sur le marché espagnol et le marché français? Tout à l'heure, j'ai dit que tu peux avoir des prix différents. Donc, dans ta stratégie, tu pourras peut-être aussi vouloir avoir des stocks un petit peu différents. Tu vas avoir aussi une problématique quand on parle de stockage, c'est où sont stockés les produits. Est-ce que toi, tu as un entrepôt en fonction de chacun des pays que tu vas attaquer ou est-ce que tu as un entrepôt un petit peu plus global qui va faire du multi-pays? Donc, ça, c'est vraiment un point aussi à prendre en compte parce que ça peut impacter complètement, la gestion de tes commandes et la logistique derrière en fonction du pays où je dois expédier, de quel entrepôt est-ce que ça va partir. Puis surtout, je pense que là, tu vas en parler, mais en détail, mais ça va être aussi une question de délai aussi de livraison. Plus on a le stock qui est proche au fait ou dans le pays, plus je suppose que ça sera rapide en termes de livraison derrière, quoi. Alors, il y a une question de délai de livraison, il y a une question de gestion et il y a une question de coût aussi. Tu vas pas forcément avoir les mêmes taxes ou les mêmes impôts à payer si tu as directement une entreprise locale avec du stock local et des produits qui partent du pays en question que si tu vas passer des frontières au moment de ton expédition. Donc, tu vas avoir un impact au niveau... Alors, on connaît tous les dropshippers, par exemple, qui expédient depuis la Chine directement. Et du coup, forcément, une personne qui va acheter sur un site comme ça, qui va cliquer et qui va voir qu'il y a 14 jours de délai de livraison, sera peut-être un petit peu moins contente que si ça part directement depuis la France et qu'en 2 jours, elle est livrée.
Donc, il y a vraiment un impact à différents éléments, que ce soit en termes de coûts, que ce soit en termes de délai de livraison. La gestion du stock va être extrêmement importante. Pour ça, tu vas peut-être avoir besoin de t'appuyer sur certains outils comme des OMS pour pouvoir gérer des stocks de différents endroits. Et tu vois, j'ai même un exemple d'un client qui a un entrepôt en Espagne, qui a un entrepôt en Irlande. Et en fait, en fonction des produits, en fonction des taxes de chacun des pays, il va peut-être attaquer toujours le marché français ou il va attaquer le marché français, espagnol, allemand, mais les produits dans une même commande ne partiront pas exactement du même entrepôt. Et du coup, derrière, il y a quand même une vraie logique, pas juste au niveau du site, mais au niveau de la gestion de la commande et de la logistique, de comment est-ce que je gère mes produits, comment est-ce que je gère le réassort, comment est-ce que je gère l'expédition. Complètement, et c'est vrai que j'ai l'impression que parfois, quand ça grossit certaines stratégies, c'est vraiment on peut le voir cloisonner même certains pays où elles sont complètement indépendantes avec leur stock, leur site e-commerce, leur équipe dédiée, et finalement d'avoir des équipes par pays plutôt que centraliser en France avec un site dédié, mais quand même avec une personne locale. Donc il y a plein de schémas différents, de manière très cloisonnée par pays, ou centralisé en France, mais avec une personne dans chaque pays, ou en tout cas tout géré depuis la France. C'est vrai qu'il y a plein de schémas différents. Il n'y en a pas un qui sort forcément plus du lot. Non, non, je pense qu'il y a plein de schémas différents, puis ça va aussi un petit peu dépendre de la maturité de ton entreprise. Si tu commences vers l'international, tu vas peut-être pas mettre en place une grosse machine avec de la gestion d'entrepôts dans différents pays, avec du multitransporteur, avec 50 systèmes de paiement différents. Tu vas peut-être déjà commencer avec une équipe française au début et faire de l'expédition dans les 2-3 pays que tu vas attaquer. Et puis, si tu vois que ça mord, bah, tu iras un petit peu plus dans le détail avec un site par pays, une communication spécifique, ce genre de choses. Donc, effectivement, il y a vraiment chaque stratégie aussi adaptée à la taille d'entreprise et au niveau de maturité de l'entreprise. On parlait de stock. Il y a un autre point, c'est le transport. Parce que forcément, en fonction d'où sont stockés les produits, il va falloir les expédier et les envoyer. Les transports, on va avoir des transporteurs qui vont pouvoir faire de l'international. Le transport aussi, c'est très très lié à ce que tu disais tout à l'heure, les temps d'expédition. Il y a des transporteurs plus ou moins rapides et il y a des gens qui vont avoir l'habitude, en fonction des pays, d'utiliser tel ou tel type de transport. Moi, je sais que je suis en Colombie et par exemple en Colombie, la logistique est peut-être un petit peu plus compliquée que ce qu'on va connaître en Europe ou en France. Et on va avoir beaucoup de transports avec des entreprises un petit peu type Rappi, Uber, ce genre de choses qui vont faire des mini-livraisons sans forcément passer par des gros transporteurs. On va aussi avoir des logistiques ou des méthodes d'expédition propres à chacun des pays ou qui vont vous permettre de passer des frontières. Donc la gestion de transport est un point extrêmement important à prendre en compte dans ta stratégie d'internationalisation. Et je dirais que tu as un autre point important que tu as un petit peu déjà débroussaillé tout à l'heure, ça va être vraiment la partie taxes, droits de douane, et surtout en ce moment avec l'actualité qu'on a où les droits de douane explosent du jour au lendemain, notamment avec les États-Unis. Bah, c'est des vrais enjeux, et si on n'a pas le bon business model, on fait pas bien nos calculs, on peut vite se retrouver avec des choses qui sont complètement pas rentables parce qu'on n'avait pas vu venir les taxes ou les droits de douane qui étaient associés à nos produits, quoi, tout simplement. Bah, exactement, et c'est la grosse problématique aujourd'hui avec l'actualité. Quand on voit aux États-Unis où le président cherche à aller rapatrier les usines en fait localement, la stratégie c'est de pouvoir produire local. Donc si on fait de l'international, il vaut mieux avoir de la production directement, du stockage, des entrepôts, de la production aux États-Unis en ce moment pour essayer de baisser cette partie impôts et taxes qui peut avoir un gros impact sur la facture finale. En fait, en fonction de là où tu vas expédier, en fonction de si tu es une entreprise, on parle de taxes, mais du coup, il y a aussi la partie TVA. C'est pas exactement la même chose d'être une entreprise française qui expédie en Belgique, pour parler d'un marché un petit peu plus proche, qu'une entreprise française ayant une autre entité en Belgique et qui expédie directement depuis la Belgique. Il n'y aura pas forcément la même TVA et il n'y aura pas les mêmes coûts de droits de douane à impacter ensuite sur le prix final. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Là-dessus, je vous conseille quand même de vous faire accompagner de fiscalistes, d'avocats, d'experts plutôt locaux et internationaux, parce qu'on peut avoir certaines surprises. Moi, je sais que sur le marché espagnol, par exemple, on va pas avoir même le même taux de TVA en fonction de la région où on se trouve. Et du coup, forcément, ça peut impacter énormément derrière, non seulement les prix,
mais aussi toute la partie légale de l'entreprise. Et le dernier petit point, je pense qu'il va falloir prendre en compte pour pouvoir avoir un périmètre un petit peu global, puisqu'on parlait de taxes, de droits de douane, d'expédition, de transport. Il y a aussi toute la partie gestion des factures. Comment est-ce qu'on va devoir adapter les factures en fonction de la législation du pays auquel on doit expédier? Est-ce que c'est du B2B? Est-ce que c'est du B2C? Est-ce qu'il y a des règles spécifiques? Et du coup, comment est-ce que, en fonction de là où la personne se fait expédier son produit, on doit adapter nos factures? C'est ici, on a vraiment besoin d'être accompagné pour pas avoir des grosses surprises lors du bilan et se rendre compte qu'on n'a pas fait les choses correctement, au risque de rattraper des taxes, la TVA, qu'on n'a pas vu venir, etc. Et que ça plombe un petit peu notre trésorerie à ce moment-là. Donc là, faut vraiment se faire accompagner par un expert, quoi. Je pense que sur la partie gestion des factures, taxes, droits, c'est vraiment un point très important et il faut se faire accompagner et ça amène aussi toute la question de la législation en vigueur dans chacun des pays. Donc, je vous conseille effectivement de vraiment prendre contact avec des avocats locaux, des fiscalistes locaux pour être sûr de savoir où est-ce que vous vous lancez et non pas se lancer un petit peu en aveugle et avoir des surprises à la fin de l'année. Bon, en tout cas, c'était très clair ces 7 points. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais c'est vraiment des éléments qui sont indispensables pour mettre en place son site sur le marché international. Bah, si tu veux bien, on va faire un peu la transition. Maintenant qu'on a un site qui est adapté à l'international, on va voir comment adapter aussi ses campagnes pour l'internationalisation, parce que là aussi, bah, je peux vous donner 5 points assez précis sur comment le mettre en place pour arriver aussi à de la performance sur vos campagnes internationales. Le premier point que j'aurais, c'est de bien segmenter par pays ou par région vos campagnes. Donc, on peut vite se poser la question de est-ce qu'il me faut une campagne par pays, une campagne avec plusieurs pays, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est que chaque pays va avoir ses propres spécificités culturelles, économiques, réglementaires, ça on l'a dit, mais elle va avoir aussi ses propres spécificités par rapport à l'offre, aux produits, au message, à l'axe, au hook de votre publicité. Vous aurez tendance plutôt à créer une campagne distincte par pays. Donc là, je donne l'exemple d'un client qui est un international. On va développer le marché allemand à travers une campagne qui est 100% allemande, où les contenus vont être vraiment traduits, adaptés, avec une offre adaptée à l'Allemagne. Donc on est vraiment sur une campagne égale un pays. On peut aussi se dire qu'on cible plutôt une région. On a parlé tout à l'heure des États-Unis. Si je souhaite cibler les États-Unis, bah finalement les États-Unis, c'est un très grand pays qui est globalement aussi grand que l'Europe, je caricature, mais ça veut dire qu'il y a autant de spécificités potentiellement culturelles aux États-Unis qu'on pourrait retrouver en Europe. Donc on va peut-être davantage travailler dans un premier temps avec certains États des États-Unis qui sont pour nous peut-être le plus proche de notre marché européen ou français. Typiquement, peut-être la Californie, peut-être New York, etc. Parce que lancer une campagne aux États-Unis, que vous ayez des clients, enfin, une audience à New York ou une audience en plein cœur en fait des États-Unis, ce n'est clairement pas la même population et le même ciblage. Donc, afin de bien contrôler tout ça, on recommande, que ce soit le budget, que ce soit le message publicitaire, de créer une campagne distincte par pays ou en tout cas par région, quoi. Autre élément qui est possible, c'est de regrouper plutôt des pays dans une même campagne avec une même langue. Donc souvent, ce qui est fait en Europe, en tout cas, ça va être de créer une campagne francophone avec Suisse, Belgique, Luxembourg, par exemple. En tout cas, sur l'audience France, puisqu'effectivement, il y a plusieurs langues dans ces pays-là également. Dans une seule et même campagne, là où on met un point d'attention et on voit vraiment à chaque fois, c'est que il faut éviter d'inclure en fait la France dans cette campagne francophone. Donc on évite de faire une campagne francophone qui va être France, Belgique, Suisse, Luxembourg. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que si votre marché est vraiment français et que vous essayez à l'international, c'est qu'en fait votre budget sera complètement absorbé par la France et vous n'allez pas vraiment tester au fait l'international, la Belgique, Luxembourg, la Suisse par exemple dans ce cas-là. Donc vraiment de faire une campagne dédiée, de bien exclure la France de cette campagne francophone, on peut dire. Donc ça, vous pouvez peut-être le regrouper avec la langue comme l'anglais pour vous dire, ah tiens, est-ce que je fais UK et peut-être un autre pays en Europe, par exemple. Ce qui est possible aussi de faire, on a eu le cas, c'est d'avoir une campagne monde. Donc là, on ciblait la terre entière, si on peut dire. Et finalement, le ciblage va se faire plutôt au niveau de la langue. Donc, vous allez créer une campagne monde
plutôt par la langue la plus populaire, donc ça peut être l'anglais, ou vous décidez de, je veux aller à l'international, mais je veux toucher en fait des gens qui parlent français, donc je fais une campagne monde, mais avec la configuration comme quoi la personne doit parler français. Et ça, en fait, ça peut être intéressant, notamment sur des projets où on vend potentiellement du produit digital. C'est vrai qu'en e-commerce, on aura moins tendance à faire cette troisième option. On ira vraiment pays par pays. Pourquoi ? Parce que là, on va pas du tout faire attention à tous les éléments que tu as cités précédemment, c'est-à-dire à la livraison, à la devise, aux taxes, etc. Cette campagne monde, elle est plutôt privilégiée pour un produit digital qui finalement, peu importe où vous êtes sur la planète, vous allez l'acheter à peu près de la même manière. Donc cette dernière option, je la déconseille sur une approche e-commerce, je la conseille plutôt sur une approche qui va être produit digital, si on peut dire. Ça m'intrigue pas mal ce que tu dis parce qu'effectivement, moi j'aurais tendance à croire et on le constate quand même que notamment dans l'e-commerce, ou plus spécifiquement dans l'e-commerce, effectivement tout est quand même pas mal dans le détail. Tu parlais tout à l'heure de faire des campagnes par langue qui vont regrouper différents pays, mais du coup tu vas pas aller attaquer un marché en fonction de spécificités culturelles de ce marché-là avec des mots un petit peu spécifiques. Parce que je suppose que c'est pas juste de la traduction que tu vas faire en fonction des pays, tu vas quand même vraiment adapter la manière aussi de communiquer à chacun, non? Oui, complètement. Et ça rejoint vraiment le deuxième point que j'avais. Mais juste pour faire un aparté par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que la structure en fait, de vos campagnes va surtout dépendre aussi de votre budget média et Ouais, de votre stade de développement. Peut-être qu'à un stade de test, vous allez d'abord privilégier une campagne francophone, Suisse, Belgique, Luxembourg et tester pas mal. voilà, un produit, votre best-seller et voir si ça fonctionne là-bas. Donc ça va être le niveau 1. Et après, le deuxième niveau, ça va être de créer une campagne 100% belge avec vraiment les spécificités liées à la Belgique. Mais disons qu'au début, quand vous allez vouloir tester, vous allez peut-être vouloir avoir un premier shot, un premier overview au fait du marché, voir s'il y a des premiers résultats et avec au fait le gestionnaire de pub de Facebook Ads par exemple, vous pouvez voir d'où viennent les achats. Même si vous créez une campagne où vous regroupez plusieurs pays, vous pouvez voir quel pays a généré l'achat. Donc là, ça vous donne déjà un peu des pistes et c'est comme ça que derrière, vous allez pouvoir optimiser et développer la campagne. Dire, tiens, finalement, là, dans cette campagne, c'est plutôt la Belgique qui a bien pris. Maintenant, est-ce qu'on ne fait pas une campagne 100% belge pour appuyer, c'est-à-dire être vraiment dans la spécificité du produit, de l'offre, du message, etc., de tous les éléments culturels notamment. Donc ça fait bien le lien avec le deuxième point qui est une simple traduction ne suffit pas. Traduire votre publicité ne suffit pas. Évidemment, c'est ce qu'on va faire de manière instinctive pour démarrer, pour lancer un test rapide. Mais ce test rapide, finalement, il peut être voué à l'échec parce que justement, on n'a fait que traduire les pubs et on n'est pas allé au-delà de la langue locale. On ne s'est pas forcément appuyé sur une personne qui est native pour justement déceler des éléments qui sont complètement des approches qui sont des axes marketing ou un ton ou un humour qui est complètement finalement différent par rapport à ce que pourrait être une simple traduction. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la traduction, c'est que du wording, du texte, mais il y a aussi tout l'aspect visuel. On n'aura peut-être pas les mêmes couleurs en Belgique qu'en France. Typiquement, là, j'ai un exemple avec une grosse marque française de lunettes. Le marché allemand est complètement différent. C'est pas du tout les mêmes codes couleurs. On n'est pas du tout sur les mêmes wordings. Et également, ça va faire le lien avec mon troisième point ici, c'est que c'est pas du tout même les mêmes produits qui sont vendus dans ce pays-là. Donc le troisième point, c'est adapter votre offre. Adapter votre offre, c'est évidemment dans le meilleur du monde. Si vous avez déjà un site e-commerce qui a déjà des clients internationaux, parce que c'est pas parce que votre site e-commerce n'est pas encore 100% optimisé pour l'international que vous n'avez pas potentiellement des ventes qui viennent de l'international. Si déjà là, vous arrivez à déceler des best-sellers, par exemple sur le marché allemand, ça va vraiment vous aiguiller dans vos campagnes ads de lancer ces produits-là dans un premier temps plutôt que peut-être le best-seller de votre boutique en général et qui est certainement le best-seller du marché français sur lequel vous êtes actuellement. Et ça, on peut le voir, nous, dans nos exemples clients, que le best-seller en France n'est pas le best-seller que vous allez avoir dans d'autres pays. Notamment, dans mon exemple ici, l'Allemagne. Et dans ce cas-là, il faut vraiment adapter votre offre pour que ça fonctionne auprès de ce pays-là.
Donc c'est comme si vous repartez un petit peu de zéro sur le marché pour retester les hooks, les messages et l'offre également qui va bien fonctionner dans ce pays précisément, quoi. Ouais, c'est un petit point que j'ai pas abordé tout à l'heure, mais effectivement, la gestion du catalogue est importante en fonction de chacun des pays. Les produits vendus ou les best-sellers, comme tu le disais, seront pas forcément les mêmes en fonction de chacun des pays et même dans et tu parlais des États-Unis, je suppose que même en fonction des régions et des différents États, t'as potentiellement pas du tout les mêmes produits qui vont être en best-seller ou qui vont intéresser les clients. Donc, tu peux avoir une gestion de catalogue plus spécifique par marché. Complètement. Et là, on parle d'offres et finalement, bah, notre quatrième point, c'est le lien. Tu me fais des transitions toutes faites, Loïc, c'est parfait. Quatrième point, le flux Google, en fait, shopping ou le flux shopping Meta également. On va être sur la même logique. Bah, ça va être des éléments essentiels à adapter. Puisqu'effectivement, quand on parle d'offres, là en l'occurrence on parle de produits e-commerce, on aura certainement un flux shopping à adapter techniquement au niveau de la langue, au niveau de la devise, au niveau du pays de livraison, au niveau des stocks également. Donc tout ce qu'on a donné en fait dans la première partie, Loïc de ton côté, bah, finalement on va le retrouver aussi dans ce flux shopping. Et ce qu'on peut incorporer au niveau des campagnes en plus, c'est de se dire bah, est-ce qu'il y a certains produits que je ne vais pas retirer de mon flux shopping dans ce pays-là parce que c'est des produits qui ne fonctionnent pas et du coup, bah, je vais optimiser mon flux shopping pour avoir uniquement bah, les best-sellers en fait, de mon marché, quoi. Donc, c'est vrai on aura tendance aussi à vraiment adapter le catalogue. Alors, soit ça va être un catalogue par langue ou par pays. Là encore, ça va dépendre de votre stade de développement, de vos budgets médias et de la structure de vos campagnes, mais les deux sont possibles. Et là encore, on va prioriser les produits les plus vendus dans chaque pays au niveau du flux shopping, quoi. Donc, ouais, ça, c'est vraiment notre conseil. Ça va être de créer des flux shopping spécifiques par pays. Et là encore, petit warning, parce que je l'ai déjà vu en faisant des audits de compte, c'est que, ah bah tiens, on teste l'international et on fait pas gaffe, mais en fait, le flux shopping qui est envoyé dans une campagne type Advantage Plus est pris automatiquement et en fait, on balance dans la campagne allemande, par exemple, le flux shopping français. Les Advantage Plus, donc on va avoir effectivement un visuel qui est allemand, une pub allemande, mais en fait, les produits qui sont en dessous de ce visuel, on n'a pas fait attention, c'est Advantage Plus, c'est souvent très automatique, mais il faut vérifier quand même, bah, ça a pris automatiquement le flux shopping qui est en français. Et du Donc coup, les là, clients sont redirigés sur la version française du site. Donc, sur la version française du site. Donc forcément, ça ne fonctionne pas pour les personnes qui vont cliquer sur le flux shopping dans la publicité allemande. Donc là, il faut vraiment faire attention au niveau des réglages de votre campagne, de bien sélectionner le bon flux shopping. Et si vous n'avez pas de flux shopping allemand, évidemment, bah, ne mettez pas le flux shopping français, hein, ça ne sert à rien. Vous balancez au fait une pub à des Allemands. Et voilà, donc ça c'est petit warning, je le vois de temps en temps, petite erreur de configuration de campagne, mais qui peut coûter des centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros, quoi. mais du coup, si t'as pas de flux shopping allemand, qu'est-ce que tu fais? Alors, si vous n'avez pas de flux shopping allemand, ne mettez pas de flux shopping. Évidemment, il vaut mieux ne pas en avoir que d'avoir un flux shopping français qui va rediriger l'amont vers une page en français. Ça n'a pas forcément de sens. Donc, juste une Euh, publicité classique qui renvoie sur la version du site en allemand, mais pas un flux c'est ça. shopping pour Dans montrer ce les cas-là, vous produits. avez vraiment une publicité qui est traduite en allemand, enfin, qui est allemande, avec un contenu, une publicité, un visuel qui est 100% allemand. Et c'est uniquement ce visuel-là, la publicité, qui va rediriger vers l'affiche produit allemand ou le site allemand, et non pas du coup le catalogue, enfin le flux shopping, le catalogue produit automatiquement. Ouais. Ok. Ok. Donc ça, faut vraiment faire attention à ce point-là. Et je dirais que le dernier point que j'aurais, c'est comment scaler votre compte à l'international. Aujourd'hui, on pourrait se dire que pour démarrer, vous allez plutôt garder le même compte publicitaire et le même pixel. Hein, parce que pour simplifier les choses, vous avez déjà un compte publicitaire sur Meta, si on prend cet exemple-là, où vous avez vos campagnes France. Donc là, il faut avoir une très bonne nomenclature pour s'y retrouver, hein, d'ajouter bien le petit FR dans le nom des campagnes pour avoir une vue assez simple hein, de votre compte pub. Et puis, bah, à un moment donné, vous allez créer une campagne DE pour l'Allemagne, etc., pour que justement
vous puissiez faire vos tests. Dans un premier temps, comme je viens de le dire, c'est de commencer dans le même compte publicitaire. Vous allez faire un test peut-être avec une campagne à 20, 30, 50, allez, 100 euros par jour sur un pays. Ça vaut pas le coup de créer un nouveau compte pub pour ça. Vous allez utiliser le même compte pub et donc le même pixel. Mais une fois que ça va devenir un peu plus stratégique pour vous d'investir dans un nouveau pays, pour vous donner un ordre d'idée, si vous êtes à plus de 10 000 euros de budget média mensuel sur un pays, là, ça vaut vraiment le coup de se dire je veux créer un autre compte pub qui est dédié au fait à ce pays-là. Et là, il y a plusieurs raisons pour ça. La première, vous allez avoir une facturation sur la bonne devise. Donc, si vous vendez, par exemple, aux États-Unis, vous allez peut-être vouloir avoir une facturation au niveau de votre compte pub qui est aussi liée à cette devise-là, pour avoir des choses quand même qui sont très compartimentées. Et pareil peut-être pour le UK, mais peut-être pas pour l'Allemagne, étant donné qu'on est en euros. Donc là encore, il y a aussi cette raison de la devise qui pourrait nous pousser à créer un compte pub dédié par pays ou par devise là encore. L'autre élément, c'est qu'on peut avoir une équipe locale dédiée à la langue ou au pays. Et du coup, on aura tendance à donner à l'équipe locale l'accès à ce compte pub et pas à l'autre compte pub qui est sur un autre marché. Je vais vous prendre l'exemple d'un de nos clients à l'agence. Nous, on va gérer le compte pub qui est lié à l'Europe, France et les marchés européens qu'on développe. Et il y a une autre équipe qui gère un autre compte pub uniquement pour les États-Unis, uniquement aux US. Donc il y a vraiment deux équipes dédiées pour le pays avec deux comptes pub différents. Donc ça, c'est quand vous allez scaler, vous allez potentiellement vous poser à un moment donné ces questions parce que vous allez vouloir avoir vraiment une équipe locale parfois pour avoir toutes les spécificités du pays, tout simplement. L'autre élément, c'est potentiellement un meilleur suivi, un meilleur pilotage aussi des performances. Puisque là, vous allez avoir des comptes séparés, ça va vraiment vous permettre peut-être d'avoir une analyse plus fine de l'impact de vos campagnes, des budgets médias, des performances, de l'attribution, etc., etc. Et de la lecture aussi de vos campagnes, puisqu'à un moment donné, si vous avez déjà un compte pub qui fait 20, 30, 40 000 euros de budget média mensuel, vous pouvez très vite vous retrouver avec une dizaine de campagnes. Donc, si vous avez 3-4 pays avec ce budget média mensuel, on se retrouve très vite avec une vingtaine, 25, 30 campagnes. Ça peut être un peu lourd à gérer, donc c'est vrai de cloisonner comme ça avec différentes comptes pub, ça peut être plus pratique pour les lectures. Et finalement, de créer un nouveau compte pub, c'est aussi plus pour soi, pour la lecture en fait en interne de tout ça, plus pour une question, je dirais, client de performance, puisque finalement, ça restera assez similaire. Et je dirais que le dernier niveau, c'est une question de sécurité. Si par exemple, vous avez un compte bloqué dans un pays parce que les règles ont changé dans ce pays, ou pour X ou Y raison, que ce soit des règles au niveau de la plateforme de Meta, par exemple, ou des règles au niveau de l'État, et que du jour au lendemain, votre compte est bloqué pour X ou Y raison, ça ne va pas bloquer en fait les autres pays sur lesquels vous étiez développé également. Voilà, dernier point peut-être aussi, c'est que sur la sécurité de votre compte, si y a un marché qui est en train de se péter la gueule, ou parce que au niveau politique, il y a des choses dans ce pays-là qui sont complètement en train de changer, ou Meta a décidé que dans ce pays-là, maintenant vous pouvez plus vendre tel produit, ou alors c'est lié à plus de réglementation, etc. Ça protège aussi les autres pays, ça cloisonne un peu plus, et c'est vrai que quand vous allez avoir des gros investissements, ça va vous permettre d'avoir une infrastructure un peu plus sécurisée, un peu plus professionnelle, que tout mettre dans le même panier. Si vous lancez une nouvelle pub en France parce que vous voulez faire un test et qui se fait bloquer, que votre compte pub se fait bloquer, ça bloque tous les pays d'un coup. Donc là, ça permet de sécuriser vos comptes tout simplement, quoi. J'ai pas trop parlé du pixel parce que il y a plein d'écoles, tu peux le garder, tu peux garder le même pour plusieurs pays. Je dirais que en Europe, on aura tendance à garder le même souvent. En fait, dès que ça va être géré et cloisonné par des équipes différentes, c'est souvent un pixel différent. En fait, à partir du moment aussi où vous avez, le pixel va être aussi pas mal lié à la stratégie du site internet. Si c'est un site qui est vraiment dédié US par exemple, avec ce qui est le cas chez certains de nos clients, où par exemple le site US est complètement géré par une autre équipe.
Donc, c'est-à-dire que c'est même pas la même techno, c'est même pas forcément la même charte, la même charte graphique de site. Vraiment, le site n'a rien à voir avec le site Europe, par exemple. Et du coup, c'est tellement différent que même si on vend les mêmes produits finalement, les audiences sont un petit peu différentes. Et que du coup, là, ça vaut le coup d'avoir des pixels différents. Parce que finalement, le pixel qui va être alimenté peut-être beaucoup par ce qui se passe aux États-Unis, si on l'utilise sur une audience Europe, ça va peut-être pas forcément nous donner des bons signaux ou les mauvais signaux. Donc je dirais que dans certains cas, qui sont très cloisonnés, comme on peut l'avoir avec certains de nos clients, ça vaut le coup d'avoir des pixels différents. Mais je dirais que dans la grosse majorité des cas, en tout cas en Europe, vous pouvez utiliser le même pixel, ne serait-ce que pour pas que ça devienne une usine à gaz où vous avez un pixel français, un pixel suisse, un pixel belge, un pixel UK. Voilà, c'est déjà rien qu'en intégration. Sur le site, c'est compliqué. Sur tout ce qui va être gestion des cookies, ça va être compliqué. Donc souvent, on fait simple quand même. On va avoir un pixel pour ça. Mais dans de rares cas, un peu cloisonné, des gros marchés, je dirais l'Allemagne, l'Asie, l'Europe, effectivement, ça peut arriver, quoi. Ouais, ça c'est logique. Au final, c'est compliqué d'avoir des équipes différentes sur un même compte et chacun se renvoie la balle des petites erreurs ou des petits problèmes qu'il y a sur chacun des comptes. Donc, si c'est cloisonné, effectivement, il vaut peut-être mieux tout séparer. En tout cas, j'espère qu'on a pu répondre à certaines questions que se posent les e-commerçants pour faire de l'internationalisation et j'espère qu'on a surtout pu parler de certaines erreurs à éviter ou de choses à faire ou à ne pas faire en tout cas. Mais c'est un gros sujet et dites-nous en commentaire si vous avez des questions sur l'internationalisation. Ce sera un plaisir avec Loïc de vous répondre. On pourra faire une vidéo dédiée, ne serait-ce que sur le flux shopping, comment l'optimiser techniquement à fond pour l'internationalisation. Mais c'était pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'était vraiment de vous donner un overview de ce qu'il faut faire sur votre site et de ce qu'il faut faire sur vos campagnes. Maintenant, c'est du cas par cas en fonction de votre stade de développement, de vos budgets médias, de votre maturité au niveau de votre site, de l'existant, voilà. Donc évidemment, c'est là où vous pouvez vous poser vos questions, demander un appel pour qu'on regarde tout ça en détail. En tout cas, Loïc, si on peut te contacter, il me semble que LinkedIn, c'est une plateforme que tu utilises beaucoup. Donc je mettrai ce lien en commentaire et évidemment le lien de GradiWeb pour te contacter directement sur le site. Bien sûr, soit via LinkedIn, soit GradiWeb, on est disponible. Et tu as une newsletter, il me semble. On a une newsletter qu'on envoie maintenant une fois par mois. On essaye de mettre des infos, des petits tips sur la partie e-commerce, pas juste Shopify, un petit peu plus global. E-commerce, c'est quand même avec un volet assez technique derrière pour nos clients. Et je mettrai tout ça en commentaire. En tout cas, merci pour ton partage. On se fera certainement une prochaine vidéo ensemble. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!